Bonjour à tous, merci pour l'invitation, merci d'être là. Et je n'ai pas de conflit d'intérêt. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe dans la littérature pour voir ce qu'on nous propose pour sevrer nos patients de cette canule de trachéotomie. On va voir plusieurs choses. On va voir que sur ces deux flowcharts, il y a des choses communes qui reviennent et deux petites différences qui apparaissent. La première chose, c'est que votre patient doit être déventilé. Les autres critères qui reviennent, ce sont la possibilité de boucher votre canule de trachéotomie, la gestion des sécrétions et une toux nécessaire qui va pouvoir indiquer que le patient sera décanulable. Deux petites choses qui reviennent. Une complication liée à la trachéotomie qui va faire se questionner vos médecins. Est-ce que vous allez les transférer canulés dans les services d'aval ou est-ce que vous allez les garder dans vos services de soins intensifs jusqu'à ce qu'ils soient décanulés? Ça, c'est une première question qu'on peut se poser mais qu'on n'abordera pas ici. Et la deuxième chose, c'est la possibilité de faire intervenir des médecins ORL pour faire des fibroscopies et vérifier l'intégrité des voies aériennes de manière à ce que vous puissiez décanuler en toute sécurité. Qu'est-ce qu'on retient? Les certitudes, c'est que votre patient, forcément, pour être décanulé, il doit être déventilé, c'est la première chose. Combien de temps il va devoir garder la canule bouchée avant qu'on décide de le décanuler? Qu'est-ce que signifie avoir une toux efficace? Et comment décrire une gestion des sécrétions efficace de la même manière? Quelles seront nos actions pour l'amener jusqu'à la décanulation? Et quand est-ce que nous allons intervenir? Lors du sevrage de votre patient, votre principale action, elle va tourner autour du moment où il sera déjà déventilé, où vous aurez le travail, comme l'a déjà montré ma collègue précédemment, sur la phonation et sur la déglutition. Mais il ne faut pas oublier pour autant tout le travail qui peut se faire sur les patients qui sont trachéotomisés longue durée avec ventilation mécanique. Vous allez avoir d'autres choses à développer. En l'occurrence, continuez à renforcer vos muscles inspiratoires, expiratoires. On a beaucoup parlé depuis hier et aujourd'hui du renforcement diaphragmatique, éventuellement effectivement quelque chose qui se fait peut-être moins, mais le renforcement des muscles expiratoires. Et de la même manière, gagner en volume pour avoir une capacité vitale qui soit en concordance avec la décanulation. Vous avez toujours la possibilité évidemment de lever vos patients, qu'ils soient ventilés ou non, ça ne change rien. Éventuellement, même les faire marcher. On a vu plein d'exposés ces derniers temps où on fait marcher les patients en ECMO. Donc, bon, une petite trachéotomie, je pense que ça ne nous retiendra pas. Et on peut continuer, comme ça a été décrit juste avant, à faire des tests de manière à regarder de quelle manière nos cordes vocales fonctionnent. Est-ce qu'elles sont contractiles ou non? Est-ce que vous avez la possibilité d'obtenir une toux efficace? On décrira ce que ça veut dire plus tard. Vous avez aussi donc la possibilité de nettoyer toute la sphère ORL pour repartir sur cette notion de gestion des sécrétions. Et pensez bien que la déglutition ne s'arrête pas à la simple manger alors que vous n'avez plus de trachéotomie, plus rien. Vous pouvez déjà le faire alors que vous avez une trachéotomie, même si vous êtes ventilé ou non. Le sevrage de la ventilation, on va l'amener par des alternances d'épisodes de ventilation mécanique et de ventilation spontanée. Ça dépendra, je pense, des protocoles qui sont mis en place dans votre service. À l'heure actuelle, nous, à la Lariboisière, on fait des petites périodes de sevrage. On commence par des demi-heures chez les patients qui sont fragiles. Globalement, on fait 1 heure. Chez quasiment tous nos patients en réa chirurgicale. En réa médicale, on a plus tendance à faire des périodes de 2 heures de ventilation spontanée. Votre patient n'a que la canule et un petit peu d'apport oxygène. On continue le renforcement des muscles respiratoires et après, il va falloir adapter vos canules. Comment dirais-je, la progression à la Lariboisière, elle se fait à peu près comme ça. On commence très souvent chez les patients chirurgicaux par une canule armée. La patient va regarder entre 6 et 7 jours pour enchaîner sur, on a des modèles chilés, avec des canules qui sont donc fenêtrées. Voilà, pour arriver sur un patient qui va donc réussir à être déventilé. Le procédé, le processus, la progression, on va dire, dans les différents montages qui sont utilisés chez nous est la suivante. Vous les voyez sur l'imagerie, avec dans un premier temps une chemise interne non fenêtrée, un ballonnet gonflé, jusqu'à ce que votre patient devienne autonome sur le plan ventilatoire. Ça veut dire qu'il aura une force inspiratoire-expiratoire suffisante et une capacité vitale suffisante pour supporter l'effort produit par la résistance de la canule et respirer seul.
avec ou sans oxygène, ça c'est dépendant. Jusqu'à ce que vous puissiez donc passer au schéma suivant, ballonnet dégonflé, ça a été évoqué dans l'exposé d'avant, chemise fenêtrée, de manière à ce que vous puissiez commencer à boucher et faire des petits tests dans un premier temps, et voire même aller jusqu'à la valve phonatoire, tester pareil, quelques minutes, quelques dizaines de minutes, en votre présence pendant la séance. Vous faites votre séance de kinésithérapie, vous bougez votre patient, vous le faites marcher avec cette même valve phonatoire, oxygène ou pas, le ballonnet dégonflé, regardez bien l'image, et vous passez à des phases comme ça de plus en plus longues jusqu'à ce que votre patient puisse supporter l'effort et la résistance augmentée par la présence de cette valve phonatoire, qui va augmenter le travail diaphragmatique, qui risque chez certains patients, des patients neurologiques et neuromusculaires, de créer un petit peu de pape intrinsèque, voire d'augmenter le travail diaphragmatique de telle manière qu'il va falloir repasser au montage d'avant. Il faut savoir que si votre patient supporte très bien la valve phonatoire, vous pouvez très bien le laisser pendant des heures entières, pendant que sa famille est présente, de manière à ce que vous puissiez le laisser communiquer avec lui. Psychologiquement, ça fait un bien fou. Donc il ne faut pas hésiter à apprécier la qualité de la gestion de ces sécrétions, de la toux, puisque vous allez remettre en tension toute la sphère ORL et les voies aériennes supérieures une fois que vous aurez bouché avec la valve phonatoire. Et si jamais tout se passe bien et que le patient ne se noie pas dans ses sécrétions, que la voie est correcte, que vous avez une toux concrètement qui permet de remonter ce qui se passe en trachéal dans les voies aériennes supérieures, en pharyngée puis en buccale, que vous puissiez éventuellement aspirer, voilà, vous allez pouvoir vous permettre de laisser plusieurs heures. Toujours surveiller effectivement la gazométrie chez votre patient, au moins la clinique dans un premier temps, la gazométrie si c'est nécessaire. Vous avez certains patients neuromusculaires qui ont des tendances à faire des dégradations à bas bruit qu'on ne constate pas de manière instantanée, mais qui vont petit à petit se dégrader avec le temps et qu'on ne constatera que si on fait des gaz du sang. Et vous allez voir la PaO2 descendre, la PCO2 augmenter et vous rendre compte que votre patient ne supporte pas l'effort qui est nécessaire pour la respiration avec cette valve phonatoire. On passe ensuite au bouchon et la pratique chez nous à la Riboisière, c'est une période de capping d'environ 24 heures et après quoi on va pouvoir prendre la décision, on verra comment, de décanuler notre patient. Juste une chose, la gestion de votre canule est primordiale, puisque si jamais vous ne faites pas attention à comment elle est entretenue, vous allez retarder grandement la décanulation de votre patient. Premier exemple, manque de surveillance. Patient en ventilation spontanée, respire tout seul, pas de système d'humidification, pas de drainage bronchique effectué par la personne qui s'occupait du patient, et vous vous retrouvez avec une canule complètement bouchée, le patient ne peut plus respirer. Deuxième photo, mauvais montage, système d'aspiration mis en place parce que le patient se plaint de sécrétion, et vous vous retrouvez avec ce qu'il y a sur la troisième photo, des lésions trachéales qui vont amener des gros troubles, comme ce que vous voyez sur les deux images de droite. Premier cas, sténose trachéale, deuxième cas, granulome. C'est 60% des complications liées à la présence d'une canule de trachéotomie chez un patient, et vous voyez que ce sont des freins majeur à la décanulation chez votre patient si jamais vous n'appliquez pas des pratiques bien entourées, on va dire. Pensez qu'une canule de trachéotomie, c'est environ 8 cm. Donc il n'est pas nécessaire de mettre les 50 cm de sonde d'aspiration dans une sonde de trachéotomie pour faire évacuer les sécrétions. D'accord ? Pensez toujours aussi, à partir du moment où vous allez placer votre patient dans des conditions de ventilation spontanée, que ce soit avec une valve phonatoire, sans valve phonatoire, chemise interne fenêtrée ou bouchon, à faire votre kiné respiratoire et faire un drainage bronchique efficace avant, de manière à ce que vous n'encombriez pas le système de sécrétion. De cette manière-là, vous éviterez ce qu'on peut retrouver dans la littérature à l'heure actuelle, la présence de sécrétions qui peuvent diminuer jusqu'à 3 fois la taille du calibre de canule de trachéotomie. Vous imaginez les résistances engendrées lorsque le patient veut essayer de respirer à travers le tube. On va essayer de préciser un peu plus les éléments qui nous intéressent pour aller vers la décanulation. On peut remarquer sur le flowchart de gauche que les gens ont préféré s'intéresser à la surveillance de la PCO2 avec une volonté qu'elle soit en dessous de 60 mm pardon, je perds mes mots.
On retrouve toujours donc la bonne déglutition, donc c'est la gestion des sécrétions, savoir tousser et pouvoir donc évacuer ces fameuses sécrétions. Et ensuite, il y a plusieurs choses qui reviennent. Donc la pression expiratoire maximale au-dessus de 40 cm. On a vu dans les précédents exposés durant la journée qu'on pouvait les mesurer sur les ventilateurs qui sortent à l'heure actuelle, voire brancher directement sur la canule de vos patients des appareils extérieurs pour mesurer toute cette débimétrie. Et alors après, sur le flowchart de droite, on s'intéresse plutôt à la saturation, 92% en air ambiant, toujours la même chose, une toux efficace, qu'est-ce que ça veut dire? La gestion des sécrétions, pas de trouble à la radiologie, et il décide de boucher les patients pendant 24 heures, si ça fonctionne, il décanule. Voilà, aussi simple que ça. Pardon, j'ai oublié un petit quelque chose sur le flowchart de gauche. Deux choses. Ils sont plus tendance à aller vers la dégradation du diamètre de la canule. C'est-à-dire qu'on va peut-être passer d'une canule de 8 vers une canule de 6. Regardez pendant une semaine comment ça se passe. Si les gaz d'usant sont stables, on va le décanuler. Très bien. Si jamais la pression expiratoire maximale n'est pas suffisante, si finalement la force des muscles expiratoires est trop faible, on va passer à une canule de mini-tract, donc vous avez vu l'image juste avant, jusqu'à ce que la gestion des sécrétions soit suffisante. Pour eux, ils considèrent que 2 aspirations par jour maximum peuvent permettre la décanulation. Donc ça fait vraiment très peu d'aspirations par jour. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais voilà, on a décanulé des patients beaucoup plus gênants que ça. Voilà à quoi ressemblent des canules de mini-tract pour ceux qui n'en auraient jamais vu. Ça, c'est un style de canule de mini-tract. Et du coup, à l'heure actuelle, on développe d'autres outils pour nous aider un peu à gérer et à comment dirais-je, envisager de manière un peu plus simple, à protocoliser, si je puis dire, la décanulation. Et on voit que reviennent de manière systématique le peak flow, 160 litres minutes de débit expiratoire de pointe, la mesure de la force expiratoire à plus de 40 cm d'eau, la possibilité de garder le bouchon sur la canule pendant 24 heures ou plus. Alors, et après, il y a toujours cette espèce de gestion de sécrétion. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est un peu ce qu'on revient sur l'exposé d'avant, c'est retravailler la déglutition, vous assurer que votre patient a une bonne mécanique, sachant que vous avez sur place une canule de trachéotomie qui va quand même diminuer la sensibilité des voies aériennes, qui va limiter l'ascension laryngée et qui risque, dans un plus ou moins long terme, provoquer quelques stases pharyngées, donc il va falloir retravailler dessus, nous en tant que kiné, et la capnie qui doit être donc en dessous de 60 mm de mercure. D'autres éléments qu'on peut voir apparaître, c'est les fameuses trachéostomies team. On a tous entendu depuis quelques temps maintenant des mobility teams qui se déplacent de service en service pour bouger vos patients quand vous n'avez pas assez de personnel. Ils sont dédiés exclusivement à ça et donc ils les font. Alors, en France, je ne sais pas, je sais que ça se développe pas mal aux États-Unis. Pareil, trachéostomie team, ça se développe aux États-Unis et ils font ça, donc ils se déplacent à l'intérieur du service de soins intensifs et ils vont carrément dans les services d'aval si jamais le patient n'est pas resté en soins intensifs pour faciliter la décanulation. Et aussi la possibilité chez vos patients qui sont à sevrage très long, les unités de sevrage. On travaille avec plusieurs centres qui nous permettent, alors que nous, on a déjà gardé notre patient pendant quelques semaines, voire mois, de passer la main et de pouvoir nous faire aider, entre guillemets, dans des centres qui sont spécialisés là-dedans. S'il y a échec de décanulation, ça représente à peu près 5% des canules trachéotomiques sont posées. C'est quasiment systématiquement une toux inefficace, c'est-à-dire un débit insuffisant, une force musculaire insuffisante, et des troubles de déglutition majeurs. Le patient qui va se noyer dans ses sécrétions, qui n'arrive pas à gérer ses propres mucosités. Alors le terme recanulation est un peu mal choisi. Ce qui se passe s'il y a échec, c'est la remise en place d'un système qui permet aux patients de re-respirer dans de bonnes conditions dans les 40 à 72 heures, dans les 48 à 72 heures qui suivent la décanulation. Voilà ce qu'on peut appeler un échec de décanulation. Plusieurs choses sont proposées, c'est pas exhaustif. On a les trachéotomies de longue durée qui vont donc aller faire des séjours dans les unités de sevrage.
chez qui vous allez devoir retravailler, on l'a déjà vu donc avec ma collègue avant, voire même remettre sur ventilateur, des patients qui repassent en détresse respiratoire, qui sont très mal sur le point physique. Éventuellement, ce que je peux vous proposer ici, un peu plus orienté chirurgie ORL et cancéro, trachéostomie retainer et éventuellement les trachéostomies, qui sont simplement des petits tubes qui vont permettre de maintenir la fistule trachéale ouverte, sur laquelle vous pouvez voir l'image centrale. On peut remettre tous les systèmes qu'on a vus précédemment dans l'exposé, bouchon, valve, éventuellement embout pour remettre le ventilateur si jamais le patient se dégrade. Voilà, ça ce sont des possibilités que vous avez. Conclusion, quand est-ce qu'on décanule? Les prérequis, c'est un patient orienté, déventilé, avec une toux efficace à 160 litres par minute, ça c'est votre débit de pointe qu'il va falloir garder en tête. Une gestion des sécrétions, alors ça reste encore vague, il n'y a pas vraiment de choses très concrètes là-dessus dans la littérature pour dire ce que c'est qu'une bonne gestion des sécrétions. Et donc, on va rester sur des chiffres un peu plus concrets. Une saturation supérieure à 92% en air ambiant, une PaCO2 inférieure à 60 mm de mercure et une capacité vitale de 1 litre. Après, en fonction de vos services, vous avez plus ou moins d'approche entre changement de calibre de canule. Est-ce que vous choisissez de mettre des canules fenêtrées? Nous, en ORL, par exemple, on a tendance à carrément mettre des canules petit calibre, sans ballonnet, et on laisse les patients comme ça, on laisse le choix au kiné de faire la séance de kiné respiratoire et de désencombrer les patients, de les faire passer comme ça. Et après, éventuellement, envoyer vos patients les plus compliqués en unité de sevrage pour libérer vos lits. Merci à tous.